bonsoir les Itata et bienvenue dans Faut Causer, votre émission qui touche les sujets socio-culturels tabous chez nous ici en Martinique. Ce soir, nous parlerons de suicide, nous parlerons de cette solution qu'ont trouvé certains pour qui la souffrance devient intolérable, insurmontable. Pour d'autres, il s'agit d'une incompréhension et d'un chagrin qu'ils n'arrivent pas à surmonter. Aujourd'hui, en Martinique, c'est entre 20 et 23 personnes qui se donnent la mort et qui mettent fin à leur vie. Avec nos 4 invités, nous tenterons de comprendre la dynamique et surtout les signes avant-coureurs. Est-ce qu'ils existent? Est-ce qu'on peut les remarquer? Car en effet, nous l'avons dit, c'est un sujet grave, mais c'est surtout un sujet que nous devons d'aborder afin de briser le tabou suicide. Bonsoir à vous 4. Bonsoir. Mesdames, monsieur, professeur Amadeo qui est là avec nous. Alors, je vais, comme d'habitude, chers Itata, vous êtes habitués avec l'exercice, je présenterai chacun de mes invités. Nous allons commencer avec vous, Lindsay Bellune. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir. Vous avez fait déjà quelques tentatives de suicide et certains séjours, vous avez été hospitalisé, un séjour à la Valériane. Vous avez un parcours en effet très, très difficile. Pourquoi était-ce important pour vous de participer à cette émission? Dans le cas où souvent la dépression, et on n'est pas forcément accompagné, on a du personnel soignant alentour, oui, mais des fois, on exprime des choses qui ne sont pas vraiment reconnues par les médecins. Dans mon cas, c'est un cas qui est très, très, très particulier, parce qu'il y a 3 ans, j'ai eu un Covid et à ce moment, j'ai eu un coma, Covid sous grossesse. J'ai fait un coma de 2 mois et demi. À l'issue de ce coma, j'ai subi des hospitalisations sur hospitalisations et à aucun moment, je n'ai eu la présence de psychologues, de psychiatres et je n'ai jamais eu la réponse. Pourquoi ce jour fatidique, certaines choses se sont passées, d'autres pas. Et par la suite, quand je me suis réveillée de mon coma, la seule chose qui me venait à l'idée, c'est de ne plus m'endormir. Je ne veux plus m'endormir pour ne plus pouvoir me réveiller. Mais d'autres choses ont fait que quand on retourne à la réalité, qu'on retourne chez soi, qu'on a une petite fille qui ne nous connaît pas et que pour nous, c'est évident, on va rentrer à la maison, on va prendre son enfant et qu'on voit que cette petite fille vous rejette, c'est à ce moment-là que la dépression s'est installée petit à petit, jusqu'à ce que j'arrive en mai dernier où je suis hospitalisée à la Valériane. Et je constate que je ne suis pas venue là pour mon poids, mais je suis venue là. Toutes les discussions étaient en rapport avec la psychologie. Et à un certain moment, j'étais obligée de leur demander. Je suis venue pour perdre du poids. Donc ils m'ont dit, Madame Bellune, tout le temps que ça n'ira pas bien là-haut, on ne peut pas vous soigner. Et malheureusement pour eux, ils m'ont gardé 2 mois et demi. Quand ils m'ont laissé repartir, ils m'ont envoyé au CMP. Il y a de bons médecins, comme il y en a certains, je ne dirais pas. Le CMP n'est pas toujours la bonne solution. Arrivé au CMP, je leur explique que je suis de retour chez moi parce que j'ai des blessures intérieures liées à l'enfance. Plus ça fait beaucoup. Et bien, la seule solution, c'était les cachetons. Cachetons. Jusqu'à ce que je sortais de la Valériane avec un poids positif. Je reprends tout mon poids. Jour de ma naissance que je ne supporte pas. Je monte sur le pont. J'habite à Cheval-Blanc, donc je monte sur le pont de Cheval-Blanc avec la ferme intention de me jeter dans le vide. Mais au moment de passer à l'acte, j'ai une amie qui m'appelle. Elle me dit,
Tu es où? Je lui ai dit: «Je suis sur le pont de Bellefontaine et je vais sauter». Et elle m'a dit: «Remonte chez toi, je reste au bout du fil avec toi jusqu'à ce que je sois rentrée et puis que tu puisses, au moins je suis sûre que tu sois là». Mais je dirais que cette dépression n'est pas là depuis après ma grossesse. C'est une dépression qui est là depuis l'enfance et on continue à se dire: «Bon, ça va passer avec le temps. On est antillaise, on veut montrer qu'on est des femmes fortes, Qu'on est debout. qu'on est debout». Il y a des petits bobos qui sont tout en bas qu'on n'a pas soignés et ça remonte, ça fait Ça a mal explosé. et ça fait mal et c'est pas les psychiatres ni les psychologues. Le pire, c'est que pendant que je suis à la Valériane, on m'envoie en soins au centre de la douleur pour pouvoir définir pourquoi j'ai ces douleurs neuropathiques qui ne s'en vont pas. C'est à ce moment-là, j'ai rencontré une dame fabuleuse. Elle m'a expliqué, elle m'a dit: «Lors du coma, les lésions, vos neurones ont été touchés. Donc, vous allez nous faire à répétition des petites crises, des petites dépressions. On sera là pour vous accompagner, mais un bras cassé, ça ne serait pas. Une jambe cassée, ça ne serait pas. Mais malheureusement, quand les nerfs sont abîmés, c'est avec le temps». Et là, je l'ai écouté, je l'ai fait confiance. Et depuis, on va dire que je vais à mes séances de psychiatre, psychologue, même si je ne suis pas écoutée, parce que on ne peut pas arriver chez un spécialiste et être assis, et ce spécialiste ne fait que taper sur son ordinateur. Et à la fin, on vous signe une petite ordonnance, rentrez chez vous. C'est assez dur. Et ça n'aide pas. Vraiment, ça n'aide pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Et même la psychologue, je lui ai parlé du fait que, de par mon enfance, de par ma mère, souvent nous parents, on a tendance à donner une éducation à nos enfants de par ce que nos parents nous ont inculqué. Mais ma mère, elle nous a donné une éducation qui était vraiment très sévère. Je ne lui en veux pas, d'ailleurs. Et elle-même, elle avait ses blessures intérieures. Et elle n'arrivait pas à extérioriser, qui fait que nous, on a tout récupéré. Vous avez eu dans votre expérience le sentiment de ne pas avoir été entendu ni écouté par les professionnels. On va revenir sur votre témoignage tout à l'heure. Merci de l'avoir partagé. Je vais me tourner vers vous, Madame Sandra Château. Merci à vous d'être là également et d'avoir répondu positivement. Vous êtes donc cadre de santé chargé de déployer le dispositif 3114. Alors, qu'est-ce que ce dispositif 3114 ? Alors, le dispositif 3114 vient en appui pour renforcer l'offre de soins en psychiatrie. C'est un dispositif qui est lancé depuis 2021 en France hexagonale et qui est en train de se déployer sur les territoires d'outre-mer. Donc, c'est un numéro national de prévention du suicide, mais qui accompagne vraiment toute forme de souffrance, hein, comme ce que vient d'exprimer l'INSEE, qui me fait écho. On a souvent des appels tourner un peu dans ce sens, que nos répondants accompagnent pour pouvoir essayer de trouver des solutions et désamorcer la crise suicidaire chez ces personnes qui la vivent. D'accord. Et vous nous expliquerez tout à l'heure comment les répondants, comme vous dites, comment les mots qu'ils ont, qui réussissent à convaincre, et afin que nos Itata également, s'ils sont concernés ou connaissent à leur tour des personnes concernées. Alors, on va se tourner vers vous, Madame Lauriane Pécom, à vous aussi. Hein, je vous dis bonsoir et merci d'être là. Donc, Madame Pécom, vous êtes ici, vous représentez les familles endeuillées. Vous Oui. avez connu au sein de votre famille une personne qui a donc mis fin à ses jours. À 6 jours, oui, très exactement. Ben, ça tombe très bien. Ben, c'est ce mois-ci, là. C'est C'est 3 ans. l'anniversaire? C'est l'anniversaire, on est en Mhm. plein. La dernière fois qu'on a vu cette personne, ça a été à l'anniversaire de son fils.
très exactement le mariage de son fils qui fêtait les 4 ans d'anniversaire de son mariage. Tout s'est bien passé, amusé. C'est vrai qu'on l'a vu fatigué. Moi, j'avais déjà vu les signes de fatigue parce qu'elle venait très souvent chez ma mère, c'est sa sœur, sa petite sœur. Et je lui demandais: «Tu es sûre que ça va? Je te vois souvent en train de dormir». Elle me dit: «Non, non, t'inquiète, ça va, je suis juste fatiguée par rapport au boulot, par rapport à mamie et tout». Donc ce que je comprenais parce que c'est elle qui s'occupait de ma grand-mère. Et est venu que bon, le dimanche, ça c'est tout s'est bien passé. Lundi, on a eu de ses nouvelles. Mardi, plus de nouvelles. On la téléphone, retéléphone, son fils devait prendre l'avion et plus de nouvelles. Et le mercredi, son fils a atterri, il m'a dit: «Lauriane, il y a un problème, je trouve pas ma» on l'appelle, elle répond pas. Et moi, je lui dis: «Je suis en train de chercher Nano. T'inquiète pas, je suis en train de la chercher». Est venu que le jeudi, le papa de mon cousin est venu chez ma mère. Et on en a discuté, on a cherché où elle est, qu'est-ce qu'on a vu. Moi, j'explique ce que j'ai déjà fait avec d'autres personnes. On a fait Fort-de-France, Lamentin, les gens qu'elle connaissait. J'allais chez les gens qu'elle connaissait, Touquet, aucune réponse. Et voilà, la police nous appelle pour nous dire qu'ils ont trouvé un corps. Euh, il faudrait qu'on vienne avec la photo de cette personne. Donc, le père de mon cousin a fait demi-tour. Il m'a dit: «Tu as une photo?» Je lui ai dit oui. Je me suis embarquée. Tous les objets qu'on m'a montrés, j'ai fait un déni, sauf le père de mon cousin. Lui, il était catégorique et moi, je disais non. Cette personne-là peut avoir... j'ai vu ces lunettes-là chez l'opticien, donc quelqu'un d'autre peut avoir cette paire de lunettes. Oui, le sac pharmacie, les autres personnes ont le même sac. Mais j'étais dans un déni total. Et la seule façon où je pouvais la reconnaître, c'était son téléphone. Parce que c'est moi qui lui avais offert le téléphone. Il y avait un double vitrage. Il y avait un côté cassé. Le policier il le retourne et il me montre juste l'arrière. Je lui dis non, je ne veux pas l'arrière. Je veux voir la façade. Et quand il m'a montré la façade, mon corps s'est mis à trembler automatiquement. Les policiers, ils ont eu peur. Ils m'ont dit, on appelle les pompiers. Je les ai dit non, je ne veux pas de pompiers parce que je dois gérer ma mère, mes tantes, ma grand-mère, mon cousin. Mon oncle, il me dit non, t'inquiète pas, je vais gérer mon fils, t'inquiète pas. Mais dans ma tête, je savais que c'était elle parce que j'ai reconnu le téléphone, mais la police te dit, tant qu'on n'a pas fait la certification du corps, on ne peut pas dire que c'est elle. Et moi, je dis aux policiers, là, vous me demandez de rentrer chez moi et de dire qu'on a trouvé un corps, mais que ce n'est pas elle. Est-ce que vous vous rendez compte ce que vous me demandez de faire? Donc, j'ai déjà une charge de quelque chose que j'ai reconnu, mais en entrant chez moi, je dois être devant ma mère et lui dire, on a un corps, mais on n'est pas sûr que c'est ta sœur. Et le policier, il m'a dit, oui, c'est à peu près ce que vous devez faire. Et quand je suis arrivée dans la cité, je ne suis pas rentrée tout de suite chez moi. Je suis allée voir une cousine qui habite dans la cité et je lui dis, bon, eh ben, Chantal, tu es la première, bon, c'est ça, mais on ne peut pas dire que c'est ça parce qu'on n'a pas reconnu le corps. Donc, il faut que mon oncle aille reconnaître ce corps pour être sûr que c'est elle. Mais le plus dur, c'est que mon cousin, il venait de prendre l'avion, ça faisait pas 48 heures. Et c'est là que ça s'est enchaîné. C'est ça. Et l'enchaînement au niveau... L'enchaînement Alors, vous nous raconterez, a été dur vous témoignerez de ça, d'accord, dans un et instant. long. Merci. Alors, juste une chose, pourquoi c'était important pour vous d'être là Parce que et de témoigner de cette de souffrance? témoigner, d'en parler à vive voix, et trop souvent, on aime cacher ça. C'est trop caché en Martinique parce qu'on a l'impression que quelqu'un qui se suicide ou quelqu'un qui fait une dépression, c'est mal. C'est pas systématiquement mal. La personne a un mal-être en elle-même, des moments qu'on ne voit pas. D'accord. Peut-être qu'on aperçoit, mais on ne sait pas traduire ce mal-être. C'est ça. Alors, c'est justement, on va se tourner vers le professeur Amadeo, Stéphane Amadeo, qui va nous aider à traduire ce dont vous parliez tout à l'heure. Vous êtes chef de service, praticien psychiatre qualifié HDR et professeur associé, coordinateur du DES de psychiatrie. Vous exercez au service unité de psychiatrie, psychologie médicale et psychotraumatologie. C'est ça, et vous êtes également expert près de la Cour d'appel de Martinique. Bonsoir, professeur Amadeo, et merci à vous d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Alors, pouvez-vous nous donner un peu, quelle est selon vous la situation du suicide en Martinique? Bonsoir, merci de votre invitation.
Mais écoutez, le suicide en Martinique, c'est de toute façon un mort de trop, enfin c'est un mort de trop. Mais malgré tout, si on regarde par rapport aux autres territoires, que ce soit la Guadeloupe ou même la métropole, on est à des taux de suicide assez bas. Il y a quand même 20 à 23 suicides par an. Mais voilà, c'est un problème universel, hein. C'est lié à la nature humaine parce qu'on a tous nos failles, nos blessures de l'enfance, nos troubles parfois. Pour essayer de schématiser, hein, le suicide, c'est en général, on dit que c'est quelqu'un qui souffre tellement qu'il ne veut plus vivre, ne veut plus supporter cette souffrance, qui mettra fin à ses jours. Mais en réalité, il y a plusieurs types de crises qui entraînent le suicide. Soit c'est des crises dans les témoignages qu'on a là, bon, madame décrit une dépression, des douleurs, enfin tout un ensemble de choses difficiles. Au niveau de sa santé, la Covid, qui peut aussi, des maladies infectieuses peuvent entraîner de la dépression. En tout cas, on peut dire ça m'a l'air très rattaché à des troubles physiques ou psychiques. Et la dépression, c'est vraiment la maladie la plus à risque de suicide, parce que dans cette dépression-là, ben, les gens, ils sont découragés, ils voient tout en noir, ils sont tristes, ils n'ont plus de plaisir dans la vie. Et donc, souvent, ils ont des idées de suicide. Donc, il y a la dépression, hein, c'est cette maladie qu'on peut repérer. Justement, c'est ça qui est important, que d'avoir. Madame parlait de fatigue un peu. C'est un des signes de la dépression parfois. Parfois, c'est très léger, on a du mal à discerner, mais la fatigue est un des signes, avec la tristesse, la perte d'intérêt, la perte d'appétit, parfois la perte de sommeil. Donc, vous voyez, on peut repérer ces troubles. Après, il y a d'autres personnes qui n'ont pas de maladie psychiatrique et qui font quand même ce passage à l'acte. Celles-là, on appelle ça des crises psychosociales réactionnelles. C'est souvent un événement très difficile à supporter, très compliqué, par exemple une perte d'emploi, perte d'un proche. Justement, le suicide en soi est un deuil très compliqué aussi. Donc c'est un événement très difficile et parfois, on appelle ça aussi une crise psychotraumatique, c'est quand il y a vraiment un traumatisme très, très fort, par exemple une agression, un accident mortel avec l'entourage, enfin quelque chose de très, très lourd à porter. Ça peut entraîner aussi des idées de suicide. Donc il y a plusieurs cas de figure. Ce qui est important, je vais un peu au-devant, notre message à faire passer, ce sont des morts évitables. Il n'y a pas de destin pour se suicider. Il y a des phénomènes un peu de facteurs de risque, si vous voulez, mais il y a des facteurs de protection et l'amour dans la famille, l'écoute bienveillante, n'importe qui peut aider. Comme disait madame, des fois les psychiatres ou les psychologues n'écoutent pas bien, ou des médecins qui sont plus branchés sur le côté technique. Donc ça existe aussi, hein, il ne faut pas se leurrer. Mais par contre, tout le monde peut faire quelque chose. La prévention, c'est l'affaire de tous. Et bien sûr, si on est un peu formé, si on est un peu sensibilisé, c'est mieux, parce qu'au moins on peut avoir une attitude, et, par exemple, ne pas condamner le suicide. Encore une fois, celui qui fait ça, en général, c'est qu'il souffre et c'est une victime, c'est pas un coupable. Il faut essayer de l'aider à surmonter cette crise. Et donc ça, c'est l'attitude des gens en général qui doit changer quand même en Martinique comme ailleurs. Mais en Martinique, elle n'est pas si mauvaise que ça. Les gens sont quand même à l'écoute et je pense en général quand même, il y a moins de suicides en Martinique qu'ailleurs, que dans toute la France métropolitaine. Donc il y a quand même une bonne façon de réagir. Je dirais déjà à la base, ça n'exclut pas que voilà, il y a quand même des décès et qu'il faut faire des choses. Et pour terminer, Sandra développera, en France, il y a une stratégie d'action face au suicide. Effectivement, il y a la façon d'en parler dans les médias, fait partie des stratégies, les formations de personnes qui peuvent être sentinelles, qui peuvent repérer, qui peuvent savoir comment parler du suicide. Il y a les rappels téléphoniques des personnes qui ont fait une tentative de suicide. C'est un système simple mais qui fonctionne pas mal. Et il y a ce numéro-là qui peut être appelé par tout le monde, des suicidants comme des personnes qui ont dans les familles endeuillées par suicide ou autres. Donc voilà, c'est des dispositifs qu'on essaie de mettre en place. Mais vous savez, il y a des résultats quand même. Il y a une baisse du nombre de suicides depuis 20 ans. Très régulièrement, ce nombre baisse. Donc, c'est qu'on est quand même sur la bonne voie pour la prise en compte de ce problème-là. Et vous faites un travail formidable. D'ailleurs, le numéro dont vous parliez, le 3114, je me tourne vers vous, Madame Sandra Château. Vous commenciez à nous en expliquer un peu l'utilité. Est-ce que vous pourriez élaborer comment quelqu'un qui écoute et qui a envie d'appeler le 3114? Il faut savoir que derrière ce téléphone, donc c'est un numéro national qui est gratuit, qui peut être joint à n'importe quel moment de la journée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et derrière ce téléphone, il y a des professionnels qui ont été formés justement à l'accompagnement de la souffrance et au désamorçage de la crise. Et à la différence d'une ligne simple d'écoute, nous sommes en lien avec tous les dispositifs de soins.
c'est-à-dire que nous pouvons faire le relais au niveau des CMP pour avancer un rendez-vous, D'accord. créer un créneau d'urgence si besoin, ou même s'il s'avère que la personne est vraiment en danger, effectivement, demander de l'aide au niveau de nos équipes mobiles, parce que nous avons des équipes D'accord. mobiles aujourd'hui qui peuvent aller à la rencontre des personnes qui sont à domicile et qui se sentent esseulées. On a vraiment des moyens de pouvoir vérifier ces crises, de les évaluer et d'accompagner ces personnes. Donc, il le disait Stéphane, on n'est pas à l'aise en Martinique avec ce sujet. Pour plein de raisons. Je suis martiniquaise, je sais, quand on dit qu'on souffre, voilà, au panier doigt souffert, et prenez de l'eau, mettez corps bien. Eau de Carme, Voilà, tu vas de te l'eau de remettre Carme, ou debout. encore va prier. On Ouais. a tous ces facteurs qui reviennent pour nos familles, parce que c'est comme ça qu'on a été construit au niveau de notre éducation, ce qui fait qu'on n'est pas forcément à l'aise pour dire qu'on va mal. Il faut qu'on arrive à pouvoir dire, et l'autre à recevoir la souffrance de celui qui souffre. C'est un sujet tabou, vous l'avez dit, parce que pour plein de raisons qu'on connaît tous, il faut briser ces tabous. Aujourd'hui, il existe des dispositifs, le 3114 en fait partie. Aujourd'hui, la psychiatrie d'aujourd'hui n'est pas celle d'avant. Donc, on a des moyens, encore faudrait-il qu'on les connaisse. Donc, ici, ce soir, nous sommes avec le professeur Amadeo pour vous parler de ce dispositif qui fonctionne très bien sur la France hexagonale. Nous allons fêter cette année notre million d'appels. Il y a pas mal de personnes qui appellent. Et Il existe depuis quand, depuis excusez-moi? 2021. Il a été D'accord. lancé. C'est récent. Et pour nos deux départements, donc les deux îles Sœurs, la Guadeloupe a lancé son 31-14 au mois de janvier. Et nous, la Martinique, on a ouvert nos lignes d'écoute au mois de décembre, le 10 décembre. Donc c'est un dispositif qui est porté par 2 établissements de santé, le Centre hospitalier Maurice Espinois, mais également le CHU. Et c'est le premier dispositif qui va rassembler l'établissement unique de psychiatrie qui viendra se consolider en cours d'année. Donc il faut pouvoir dire à ces personnes qui nous écoutent qu'il y a des solutions. Voilà, il suffit de prendre le téléphone. Alors des fois, c'est pas simple. Il faut aussi dire que on a aussi cette pudeur de ne pas voilà, composer le numéro et puis de ne pas parler et puis de se dire que est-ce que j'ai confiance en la personne qui est derrière le téléphone. On peut, nous, amis, parents, appeler pour quelqu'un qu'on voit qui va mal. C'était ma prochaine question d'ailleurs. Donc, Madame l'a dit, j'ai vu que ma tante n'allait pas bien. Donc, nous avons ce type d'appel de personnes qui appellent pour dire, voilà, j'ai une amie qui m'a dit que elle va pas bien, qu'elle commence à avoir des idées noires. Voilà, je m'inquiète pour elle. Et à ce moment-là, bien entendu, on recueille le consentement de la personne qui va mal au travers de l'ami, parce qu'il ne s'agit pas d'appeler les gens comme ça. Et une fois que l'ami accepte, tout le travail commence avec les répondants de la mise en lien pour vraiment tisser le lien thérapeutique parce qu'il n'est pas facile de se livrer. Sans vous interrompre, quand je pose la question, quand on voit la détresse de cette personne, mais que la personne est butée, c'est-à-dire ne veut pas l'aide psychologique, comment la famille ou l'ami peut faire pour l'aider? Parce que ça arrive la part du temps. Je pense que ma tante, elle était peut-être dans ce cas-là, parce que le nombre de fois que j'ai dû poser la question avant le mois de février, elle me disait à chaque fois, ça va pas. Et quand je disais à ma mère, je suis sûre qu'elle a un problème, mais elle nous dit pas. Et je n'arrivais pas à mettre le doigt sur ce problème-là. J'en ai discuté un petit peu avec certaines personnes qui me disaient, mais non, elle est simplement fatiguée. Et moi, je leur disais, c'est peut-être plus. Mais après, c'est vrai, dans un sens, je m'en veux parce que j'aurais dû aller au-delà, parce que je ne savais pas mettre le doigt sur ce problème-là. Mais quand on a le doigt sur ce problème-là, mais que la personne ne veut pas voir les professionnels, comment on peut faire pour aider cette personne? Des fois, on ne reconnaît pas, on ne veut pas reconnaître qu'on a besoin d'aide. Voilà, et on voit, nous, les personnes extérieures voient la personne a besoin de cette aide, parce que la personne nous dit, j'en ai marre, j'en peux plus, j'ai envie je reste là parce que j'ai des enfants, ou il y a ma mère, ou il y a un tel. Mais si j'écoutais mon idée, je passe à l'acte. Comment aider ces personnes-là qui ne veulent pas voir les professionnels? C'est ça le truc, et qui, des moments, n'ont pas confiance aux professionnels. Comment on peut convaincre ces personnes-là? Oui, c'est un problème si en plus elle ne veut pas se confier à ses proches, mais qu'elle ne veut pas non plus aller voir les Voilà. professionnels, on ne sait plus comment faire. Voilà. Ce que je recommanderais, c'est d'arriver quand même à trouver un proche en qui la personne a confiance. Ça peut être un grand-père, quelqu'un qui a une autorité dans la famille, ou alors peut-être, pourquoi pas un prêtre, ou un ami, mais arriver à trouver un médiateur, un tiers, qui peut peut-être arriver à faire parler à ce que la personne recherche de l'aide, parce que c'est vrai qu'il y en a qui ont une telle pudeur, c'est normal, une fierté de ne pas
dévoiler comme ça fait honte, hein, voilà, la faiblesse, comme vous disiez. Donc, de parler à un proche, ça peut être une barrière. Pour certains, c'est bon, ça C'est va, vrai. ils aiment bien, et ça permet d'arriver au professionnel, on peut être accompagné par ses proches. Et pour d'autres, voilà, ça peut être... Alors là, il faut aussi essayer de peut-être faire intervenir un tiers qui est plus neutre. Soit ça veut être quelqu'un en qui il a vraiment confiance, la personne, ou alors quelqu'un d'un peu plus neutre, mais qui a une fonction qui est quand même respectée et qui peut-être peut arriver à convaincre la personne. Enfin voilà, moi c'est une petite On entend D'accord. souvent, suggestion. professeur Amadeus, cette question, si j'avais su, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas tendu la main? Mais encore faut-il oser, encore faut-il savoir vers qui se tourner, vers qui parler. Et le 31-14 qui est Ça peut être une première étape. une première étape, Après, absolument. évidemment, madame parlait des CMP. Mhm. Ça peut être des psychologues ou des psychiatres dans les CMP, mais c'est vrai que c'est compliqué des fois l'accès à ces structures-là. Ils sont C'est vraiment très pas, compliqué. hein, ils sont pas pressés de recevoir les patients. Non, je pense que... je n'avais pas donné de nom d'établissement, mais bon, je pense que certaines personnes sont là uniquement parce qu'ils doivent travailler, ils vont travailler. Mhm. Mais le contact d'être humain à être humain, ils ne l'ont pas. Mhm. Parce que moi, je suis suivie par un psychiatre. Ce monsieur, quand j'entre dans son bureau, il y a une telle froideur. Il me fait asseoir, il me demande comment ça va. Et ma réponse est telle quelle, je ne vais pas bien. Mhm. Et je leur dis, que ce soit lui ou la psychologue, je ne vais pas vous mentir pour vous dire que je vais bien. Je ne vais pas bien. Il me dit à ce moment, bon, vous vous réveillez comment? Vous faites quoi de vos journées? Qu'est-ce que vous faites? Je lui explique que dans le contexte que j'étais partie pour perdre du poids. Au final, j'ai eu triplé le poids. Qu'est-ce qu'on fait? Il m'a dit, de toute façon, cette histoire de perte de poids, vous arrêtez ça. Bon, les médicaments, on va les doubler. À ce moment, je lui dis, mais je me réveille déjà léthargique, j'ai pas d'énergie. J'ai une petite de 3 ans, Mhm. j'ai un petit de 13 ans. Il faut au moins que je sois présente pour eux. Quand on me donne des comprimés comment dire, de l'aroxyline, de divers médicaments, du Xanax, etc., je suis shootée toute la journée. Mhm. Et je ne fais que dormir. Si je dois aller faire quelque chose, je suis obligée de ne pas prendre ces comprimés pour pouvoir me rendre sur le lieu. Sinon, c'est la catastrophe. Et chaque fois que j'en parle avec ce psychiatre, je lui dis, mais monsieur, vous savez, toute ma vie, j'ai été en dépression. Je le reconnais que toute ma vie, j'ai été en dépression. C'est juste que je travaillais. J'étais vraiment beaucoup occupée. Vous étiez active. Voilà. Mhm. Donc, je reconnaissais la dépression chez mes copines, chez diverses personnes. Parce que depuis très jeune, j'étais confrontée à la dépression parce que j'avais une maman. Son cœur est gros comme ça. Mhm. Donc, dès qu'il y avait la tata qui n'était pas bien, allez, hop, va dormir avec. D'accord. Donc, tout ça, c'est fait un petit cheminement. Sans compter qu'il y a eu des petites choses à côté, pas très bien. Donc, à chaque fois, je me dis, elle est déjà malheureuse. Je ne vais pas lui rajouter, parce que quand on est enfant, on pense souvent à nos parents, mais nous aussi, on souffre. Donc, depuis à l'âge de 8 ans, elle m'a fait suivre à la route de la Glacière, où elle m'emmène chez les psychologues. Les psychologues me montrent un tas de petites images, me demandent qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je ne vois pas. À cet âge, excusez-moi de vous dire ça, à cet âge, on manipule un psychologue comme on veut. Ça, c'est vrai. Mhm. On l'utilise comme on veut. Ça, c'est vrai. Et je l'ai fait, je peux vous dire que je l'ai fait. Jusqu'à un moment, jusqu'à mes 13 ans, où elle a dit, bon, apparemment, le psychologue, ça ne fonctionne pas, on arrête. Mais mon problème, c'était ma mère. C'était ma mère. Par la suite, j'ai eu mes garçons, je me suis forgée, j'ai voyagé, j'ai travaillé, j'ai fait plein de choses. Donc,
j'avais pas le temps de De cogiter cogiter. sur le problème. Donc, j'avais plein d'amis. Dès qu'elles étaient malheureuses, je disais, tu sais, toi, c'est un début de dépression, et tout, et tout, et tout. Et moi, je ne voyais pas le mien tout au fond, qui montait. Et ben, j'ai compris ça quand j'ai fait mon coma. J'ai fait mes 2 mois et demi de coma. Tous les amis que j'avais à côté étaient tout proches de moi, qui avaient beaucoup d'importance. Du jour au lendemain, je n'ai vu personne. Personne. Même pas une personne, J'en ai une, au moins. et j'en ai une deuxième que j'en ai connue il n'y a pas longtemps. Mais il n'y avait plus, bon, on va aller boire un petit cocktail, on va aller manger. Pourquoi? Tu ne travailles plus, tu ne pourras plus fonctionner comme avant. Donc, au final, on se dit, mais j'ai été là pour toi. Je t'ai aidé à remonter la pente. Mais moi, qui est là avec moi? Je suis toute seule. Alors justement, dans tout ce processus-là de réflexion, de questions internes, vous nous disiez en préparation de cette émission que vous êtes arrivé au point où après la première tentative, ou en septembre dernier, vous avez fait une deuxième tentative de suicide. Alors, la deuxième, elle venait, mais comme on m'avait donné un petit formulaire, donc j'ai appelé. Et quand elle est venue, la deuxième, c'était justement, je sortais de chez le psychiatre où on m'expliquait. Encore une fois, parce qu'il y a quelque chose que je ne veux pas entendre, encore une fois que le médecin qui m'a fait cette césarienne, qui m'a envoyé dans le coma, ne pourra jamais venir m'expliquer, madame, le pourquoi de comment. Alors, je leur ai expliqué que ce n'est pas ce qui m'intéresse. C'est au moins d'avoir un professionnel qui me disait, même, madame, telle manière, telle façon, on n'a pas pu faire autrement. Et à ce moment-là, mon compagnon, lui, il a obligé de cacher les clés, fermer la porte et tout. Et je lui ai dit, je ne me sens pas bien, je ne vais pas bien, je veux finir avec ça. Pourquoi tu n'as pas de débrancher quand il fallait débrancher et tout. Et de là, lui, il s'est résigné, il est resté dans le salon, parce qu'il est aussi dans le médico-social. Il est resté dans le salon, il a fermé la porte, attendre que je m'endorme. À ce moment-là, j'ai appelé le dispositif d'urgence psychiatrie, où j'ai d'abord eu une infirmière, puis un psychiatre qui me demandait de venir sur place. Et je leur expliquais que je ne peux pas marcher parce que quand les crises arrivent, je suis tétanisée et mes membres ne bougent plus. Et de là, elle m'a passé de psychiatre. On est resté quand même longtemps au téléphone jusqu'à ce qu'elle me dise est-ce que je me sens mieux. Je me suis sentie apaisée. Et il m'a dit justement, prenez les comprimés. Si ça ne va pas, vous nous rappelez. Sinon, vous pouvez venir nous voir. Nous nous trouvons au CHU Lamena. Vous passez nous voir. Et le lendemain matin, à mon réveil, ils m'ont encore appelé. Et ils ont discuté à nouveau avec moi. Ils m'ont demandé est-ce que je ne veux vraiment pas venir les voir. Mais, jeune psychiatre, lui, la seule solution qu'il a décidé pour moi, c'est de m'envoyer à Mangovulsin. C'était le dernier recours, Mangovulsin. Alors je lui ai dit, écoutez, j'ai trop subi de maltraitance hospitalière ici en Martinique. Je veux bien avoir un suivi psychiatrique, mais hors dehors du continent de la Martinique. Parce que vous me demandez d'aller à Mangovulsin. Les gens m'ont envoyé à la Valériane. C'est comme si c'était une mascarade. On m'a dit je viens pour un régime, au final, c'était de la psychiatrie. Et être trahi comme ça par des professionnels, à un certain moment, on en a un petit peu marre. On ne veut même plus écouter ce qu'on dit. Parce que le professionnel, tantôt celui-là va dire ci, tantôt celui-là va dire ça.
on ne sait plus où se mettre. Est-ce que vous voulez Oui, intervenir je trouve, et je remercie l'INSEE pour son témoignage. Elle a parlé des CMP, de la prise en charge, de son insatisfaction. Bon, ce sont mes collègues, on ne va pas leur jeter, la pierre. C'est vrai qu'on n'est pas toujours bon pour plein de raisons qui nous, voilà, avec des files d'attente qui sont longues, une liste de patients à voir. Ça ne justifie pas du tout ce que vous décrivez. Maintenant, moi, ce que j'entends dans votre témoignage, c'est aussi l'espoir. J'entends vous avez quand même rencontré des personnes que vous avez su écouter. Vous avez parlé de rappel téléphonique, je suppose qu'elle parle de vigilance, qui rappelle les personnes qui ont eu des passages suicidaires, un peu comme des veilleurs, pour savoir si les gens vont bien. Ce qu'il faut retenir là aujourd'hui, c'est que ces témoignages nous permettent de nous améliorer au niveau de nos prises en charge. C'est bien de pouvoir le dire parce qu'on n'est pas toujours bon. Il faut le dire, je suis moi-même soignante. Quel que soit l'endroit. Tout à fait. Maintenant, ça nous permettra de nous réajuster. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que le message d'espoir, c'est qu'on peut s'en sortir. Il y a des dispositifs, il faut les connaître. Quand on va mal, quand on commence à sentir qu'on a des angoisses qui arrivent, dans le cas de l'INSEE, parce que je sens encore beaucoup d'émotions dans son témoignage, voilà, j'espère qu'à l'avenir, qu'elle appellera ce numéro. Parce que souvent, ça vient comme des crises de spasmophilie, comme on a les jambes qui tremblent, et ça, si on n'a pas vu un médecin, on ne sait pas. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, l'INSEE, tu peux les déceler. Oui. Tu sens arriver tes crises. Donc, il ne faut pas laisser effectivement la crise s'installer. Dès les prémices, les débuts, on commence à sentir qu'on ne va pas bien. Voilà. J'espère que ce soir, tu repartiras avec ce numéro en tête. Je ne sais pas si tu le connaissais déjà. Non, parce qu'on m'avait donné SOS Crise, ce numéro, il ne répond pas. Qui n'existe plus, c'est ça. Voilà, et j'ai appelé le service des urgences de la MENA et je fus très satisfaite. Voilà, de l'échange. Alors, ce que je tiens à dire, c'est que cette émission a, toutefois, à mon sens, le mérite, Madame Bellune, de vous faire voir qu'il y a des professionnels qui sont à l'écoute, avec le professeur Amadeo et Madame Château, et aussi le psychiatre avec qui vous avez passé un temps certain au téléphone. Donc, tout n'est pas à jeter, l'eau et le bébé à l'eau, le bébé dans l'eau. Donc, encore heureux, nous avons, chez Azitata, vous avez, avec cet échange, la possibilité de savoir qu'il y a, en effet, au-delà du 31-14, il y a, et je voulais me tourner vers vous, professeur Amadeo, quels sont les autres dispositifs qui existent? Alors, j'allais vous parler du centre régional de psychotraumatisme. C'est aussi un endroit où il y a 2 psychiatres, une infirmière et une psychologue de temps en temps. Mais en tout cas, là, dans votre cas, par exemple, j'ai l'impression qu'il y a eu des traumatismes importants qui n'ont peut-être pas été bien identifiés ou que vous n'avez pas pu... Donc, vous n'avez pas pu Il y en a parler. beaucoup, mais je ne vais pas Il ne déballer s'agit pas de tout les ça, parler là, mais il y en a. il y en a certainement. Et en fait, il y a On va te reconnaître. il y a des centres comme le CAP où on peut approfondir ça. Il y a des thérapies qui ne sont pas que médicamenteuses, justement, psychothérapie, avec pas cet effet un peu trop de... Même dans les traitements, il y a des traitements qui stimulent. Là, j'ai l'impression qu'on vous a shooté un peu. Que vous étiez un Non, peu- parce que dès que je leur Mais dis j'ai des il y a- trous noirs, ouais. je me sens fatiguée, allez Ouais. hop, C'est ça. on change de Mais ça, il médicament. faudra en reparler avec Ça, votre docteur ça parce qu'il y a des suffit. traitements qui sont trop forts ou qui apaisent les angoisses mais qui vous endorment aussi. Et vous avez peut-être besoin d'autres types de traitements qui vous redonnent plutôt de l'énergie. J'avais fait, c'est parce que j'ai dit au psychiatre, ben ça y est, je dors. Eh ben c'était l'essentiel alors. J'ai dit, mais non, Ça peut mais faire non. du bien aussi de temps en temps. Non, parce qu'au départ, je disais, Ouais. je ne veux plus m'endormir. Donc, on m'avait mis sur du Zolpidem. Le Zolpidem n'avait aucun effet sur moi. Je le prenais à 19h, à 20h, je suis réveillée. Et au moment où j'ai cherché à dormir, eh ben, c'est à ce moment-là qu'ils ont cherché toutes sortes de médicaments à me donner et tout. Donc, Alors, on va, excusez-moi de vous interrompre, mais c'est très important ce que dit le professeur Amadeo. Les différents dispositifs, est-ce que vous pouvez continuer à Oui, les donc là j'avais mis à le les CRP, présenter. donc c'est vraiment pour les gens qui ont un traumatisme. Donc là, il y a un numéro que vous pouvez faire, le secrétariat de notre service, 55 20 44, qui peut prendre la demande et puis vous êtes évalué ensuite par une infirmière. Et puis on voit si vraiment il y a des traumas, il y a des traitements spécifiques. Il y a eu beaucoup de progrès dans ce domaine où on peut permettre aux gens
de ne pas avoir tout le temps des crises d'angoisse ou des flashbacks, des souvenirs, des trucs traumatisants qui vont angoisser et qui vont parfois pousser au suicide. Donc ça, c'est un aspect particulier. Après, ben, il y a tous ces CMP qui existent. C'est vrai que là, c'est pas dans l'hôpital, du coup, il faut en profiter. C'est vrai que parfois, vous avez l'impression qu'ils vous entendent pas ou qu'ils sont pas suffisamment disponibles ou pas. Mais je pense que ça peut varier d'un moment à l'autre aussi. Oui. Il peut y avoir un moment où le médecin est trop chargé. Enfin, il faut réessayer ou en tout cas, ou alors demander à un autre Effectivement, psychiatre, il est changer, parce souvent que des fois, il y a chargé parce des, qu'il ça passe il pas est souvent en bien, congé. Hein. alors que ça peut passer bien avec la personne d'à côté. Donc, il faut parfois pas hésiter à dire, je me sens pas à l'aise, je me sens pas bien écouté, Je j'ai peux vraiment changer de envie de psychiatre. changer. Bon, Bien ça peut sûr. arriver, Mais il hein, n'y en a pas voilà. d'autres. Dans le CNP où je suis, il n'y en a que 2. S'il y en a que Et il n'y en deux, a il pas faut essayer l'autre. d'autres. Quand je suis arrivée, il y avait 2 psychologues. Il y en a une qui est Oui, je partie, sais que ça et l'autre change est beaucoup. restée. Après, il y a le libéral, mais ça, vous Euh, connaissez un peu la Valériane, il y a l'Anscola, il y a oui, des la psychiatres Valériane, libéraux hein, qui sont oui, là quand oui, même aussi. j'ai eu une très bonne psychologue. Mais avant cette psychologue, j'en ai Ouais. eu une. Et il y a quelque chose aussi que je ne comprends pas. Un médecin, on vient pour quelque chose. Il y a des médecins qui sont très grossophobes. Au lieu de venir vous traiter pour ce que... C'est vrai que je suis venue perdre du poids, mais j'ai été reçue par une dame, mais je suis sortie de son bureau en larmes. Elle m'a même pas donné une serviette pour m'essuyer ni quoi que ce soit. Elle était très, 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 très grossophobe. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle était grossophobe? Quand je suis arrivée dans son cabinet, déjà, elle était en retard, la dame. Je lui ai dit, madame, on avait rendez-vous à 9h30. Elle m'a dit, non, 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 on avait rendez-vous à 11h30, je vous ai appelé. J'ai dit, non, mais madame, si vous m'avez appelé, j'ai le téléphone en main, je suis déjà montée, je suis déjà redescendue. Vous ne m'avez jamais appelé, madame. Quand je me suis assise dans son bureau et tout, elle m'a dit, euh, vous avez décidé de perdre du poids, pourquoi? Alors, j'ai dit, pour une meilleure santé, pour que je puisse pouvoir reprendre ma vie d'avant et tout. Comment vous mangez? Je lui explique que je ne mange pas vraiment, que je fume beaucoup, que là où est mon problème et que je réfléchis beaucoup. Ah, madame, non, 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 vous n'allez pas me faire croire que vous ne mangez pas et que vous êtes de cette grosseur. Je l'ai regardé, je me suis dit, mais mon Dieu, la dame, elle ne se voit pas sous sa robe. J'ai dit, elle ne se voit pas sous sa robe. De ce jour, je dis, je ne veux plus avoir de consultation avec cette dame. Donc, dès que je voyais son nom sur le planning, dans les discussions libres, Mhm. je n'allais pas. Oui. Allez-y, professeur. Je Oui. voudrais rajouter quelque chose pour la dame là qui Oui. pourrait lui être utile par rapport aux endeuillés par suicide. Il y a à l'hôpital le 15, le SAMU, tout le monde connaît ça, et dans le SAMU, il y a une infirmière qui s'appelle Nelly Lisley qui s'occupe de faire des groupes, ou en tout cas de suivre des endeuillés par suicide, à la fois pour les aider, mais aussi dans le cadre d'une recherche pour mieux comprendre le suicide et pour mieux le prévenir. Donc là, je vous le dis aussi, si jamais vous avez envie de la contacter, il y a le 15 et demandez Nelly Lisley, une infirmière qui est très, très, très accueillante, très... J'ai mis 2 ans, mine de rien. Je réponds à votre demande, à ce que vous êtes en train de dire. C'est vrai que je n'ai pas appelé de professionnel. J'en ai parlé avec mon médecin traitant. Parce qu'au moment de l'acte, le lendemain, j'ai dû aller chez le médecin traitant pour ma grand-mère. Et c'est vrai que je n'ai pas pensé à moi. Ouais. J'ai pensé à ma mère, ma grand-mère et le reste de la famille. Mais jamais à moi. Et avant de sortir, le médecin m'a dit, assieds-toi. Assieds-toi parce que il y a quelque chose qui ne va pas. Il me dit, je prends ta tension. J'étais près de 22 de tension. Il m'a dit, non, tu ne pourras pas. Et je lui ai dit, oui, je pourrais. Qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, ou que je le veuille ou que je ne le veuille pas, il faut que je tienne le coup. Et j'avoue, j'ai tenu le coup, on va dire grosso modo, pratiquement 1 mois et demi, parce que le temps de faire l'autopsie, le temps de nous redonner le corps, donc on n'a pas pu la revoir. Donc le dernier souvenir que j'ai, ça a été le dernier dimanche où je l'ai vu. La dernière parole que j'ai eue, ça a été au téléphone le lundi. Et je pense que le plus dur pour moi, ça a été de dire à mon fils, surtout mon fils, bah, Macrel, enfin c'est comme ça qu'elle le surnommait, Macrel de service ne sera plus là, elle sera au ciel. Et depuis après ça, mon fils, il a une façon de dire, les morts sont dans le sol et les vivants sont au ciel. Il a changé
totalement le dicton. Je vais lui demander où est papa, il va me dire au ciel. Je vais lui dire où est Tati, en bas, à terre. Il a changé totalement la donne. Et que nous, on va dire un mort est enterré et un vivant est toujours sur terre, quoi. Mhm. Et mon fils, il a changé la donne. Mais j'ai pris 2 ans. 2 ans intérieurement. De ce coup, j'ai eu des cheveux blancs. Je le dis. Mais d'un seul coup, C'est un long pas. processus de deuil. Et il a fallu que je parte de la Martinique. J'ai tout fait. Et j'ai dit à ma mère, écoute, j'ai pris ma mère avec moi, je lui ai dit, écoute, Tata Nièce qui se marie, on part 2 mois. Et ma mère m'a dit, non, 1 mois. Je lui ai dit, ah, bah, si tu veux rester 1 mois, t'as là, toi, je te laisse là, voilà le billet, ta date c'est tant temps. Et elle m'a dit, t'es sérieuse, regarde, j'ai dit, oui, oui. Tu pars ou pas? Et elle m'a dit, on part. Et ça a été ça, ces 2 mois à l'extérieur de la Martinique, Alors, qui m'ont... oui, quelques questions quand même, parce que c'est vrai que le temps file. Oui. Professeur Amadeo, Madame Château, comment remonter la pente? Où trouver la résilience, la force intérieure nécessaire pour gérer cette souffrance, cette douleur? Comment est-ce qu'on remonte la pente? Est-ce qu'il est possible de remonter la pente? Oui, il est possible de remonter la pente avec tous les facteurs de protection que nous pouvons avoir autour. La famille, il le disait tout à l'heure, professeur Amadeo, les amis, toujours une personne ressource autour de soi. Maintenant, il faut qu'on arrive à aller chercher de l'aide pour dire, voilà, je ne vais pas bien aujourd'hui. Et la personne, comme je disais tout à l'heure en préambule, il faut qu'il entende, puis qu'elle puisse aussi être ouverte pour pouvoir accompagner cette personne qui demande de l'aide. Maintenant, il faut en parler. Le suicide ne doit plus rester un sujet tabou. Il faut pouvoir dire aux personnes qui souffrent, parce que la souffrance, c'est quelque chose qui est propre à chacun. Ma souffrance ne sera pas celle de l'INSEE, ne sera pas celle de Lauriane, ni celle de Stéphane. Maintenant, prendre en compte la personne qui souffre. Elle l'a dit tout à l'heure, l'INSEE, avant qu'on ne commence, elle a dit, voilà, je ne m'occupais plus de moi, j'avais pas envie de me lever, on voit c'est quelqu'un de coquet. Donc voilà, repérer un peu les signes où la personne est un peu en repli sur elle-même, où elle ne sort pas, elle mange un peu moins, où elle est moins causante. Et puis aller vers elle, franchement, lui poser la question. Je ne comprends pas ce qui se passe, Lauriane, je vois que tu ne vas pas bien, voilà, je suis là. Et si la Ah. personne répond, je veux en finir, quels sont les mots? Je n'ai pas compris. Alors, un exemple tout simple. Durant le Covid, en 2020, on en parlait tout à l'heure, SOS Crise avait fait un appel à des répondants. Et moi, je m'en souviens avoir répondu. Et on a eu une petite formation en ligne. Et dans cette formation, la personne qui était chargée de l'affaire nous expliquait qu'il y avait des mots spécifiques à ne pas dire à quelqu'un qui veut en finir et des mots à dire, à transmettre. Est-ce que, et je vous avoue ne pas m'en souvenir, c'est l'occasion pour éventuellement, est-ce que vous auriez cette information à transmettre à nos Itata également? Oui, ce qu'on peut dire, je reviens sur ce que disait Sandra, c'est vrai que la base, c'est de ne pas rester seul. Donc nous, avec le 31-14, on recrée un lien, mais il faut commencer par l'entourage proche et se confier et ne pas hésiter quand il faut aussi, quand il y a une dépression, une maladie, prendre des traitements, ça peut être nécessaire. Après, les mots à ne pas dire, c'est de dire ça va passer, t'inquiète pas, je serai disponible pour toi. Tu es fort, ou alors à la plage. ou alors je suis disponible et tu peux m'appeler quand tu veux et ne pas répondre au téléphone, par exemple. Voilà. C'est pas faire de fausses promesses. Et puis essayer de dire que si trouver quelqu'un en qui on peut avoir confiance, parler, et qu'il n'y a personne, il y a des professionnels. Voilà, c'est un peu le plan de sécurité qu'on donne à des personnes suicidaires, c'est d'arriver à trouver sa stratégie personnelle. Pour certains, aller à l'église ou aller faire du sport, ça peut suffire. Pour d'autres, il faut faire plus, il faut partager, et puis voilà. D'accord, très bien. Merci, nous passons tout de suite à la tribune digitale. Alors, cette question venant d'un Zitata, donc un de nos téléspectateurs qui l'a posée, et il dit, c'est une affirmation et en même temps une question, elle est pour vous quatre, ces femmes, donc on présuppose qu'il s'agit d'un homme, bien sûr la question étant anonyme, ces femmes qui veulent, alors excusez-moi l'écriture, c'est la mienne, elles veulent simplement attirer l'attention ou manipuler. Alors, je vais répondre à cette personne en disant déjà, c'est pas ces femmes. Parce qu'il y a des hommes aussi qui se suicident. Il y a plus d'hommes que de femmes. Merci 3-4 hommes pour une femme. de le certifier. Je prends un exemple très simple. Au moment du suicide de ma tante, malheureusement, mes oreilles ont traîné. Ce jour-là, il y avait 4 hommes et qu'une seule femme.
Donc, il ne faudrait pas qu'ils disent pourquoi ces femmes-là attirent l'attention. L'être humain a un problème et cherche une solution et des moments, il ne trouve pas la solution. Et sa seule solution, c'est se tuer. Et on aura beau chercher à comprendre le pourquoi du comment au moment de l'acte. Nous, la famille, derrière, on ne saura jamais le pourquoi du comment. Par contre, j'ai aimé la phrase d'un prêtre le jour de l'enterrement qui a dit « Qui vous dit qu'au moment de l'acte, elle n'a pas demandé pardon à toute la famille ?» C'est elle seule qui saura. Et nous, j'avoue, quand il a dit cette phrase, ça m'a fait du bien parce que je ne comprenais pas, parce que j'étais très, très, très proche d'elle et très soudée. On allait partout. Et l'acte qu'elle a fait, je ne peux pas dire, oui, je l'ai en voulu. Dire que je ne l'ai pas en voulu, c'est du mensonge. Mais il fallait que je comprenne le pourquoi du comment. Et malheureusement, on ne comprend pas le pourquoi du comment. Mais il ne faut pas qu'ils disent ces femmes. Il y a les hommes et les femmes. Alors, merci d'avoir précisé, mais que dites-vous, tous les quatre, sur cette soi-disant manipulation? Est-ce qu'on utilise un cachet Alors, pour pouvoir manipuler? Si on veut faire la prévention du suicide, il ne faut surtout pas avoir ce genre de pensée. C'est C'est vrai que dans clairement. certains cas, on peut avoir l'impression qu'on nous manipule, mais déjà de parler du suicide, c'est que c'est quand même une souffrance. Et puis il y a quand même des gens qui passent à l'acte et qui meurent de suicide. Donc, donc les hommes plus que les femmes, mais les tentatives sont plus le fait des femmes que des hommes. Mais voilà, donc je pense qu'il faut être simplement, si on est humain et bienveillant envers l'autre, il ne faut pas tomber dans ce type de... C'est comme un mythe, c'est un peu comme des idées reçues, C'est un ça. jugement. Et c'est vrai qu'en tout cas, en tant que professionnel, il ne faut pas qu'on ait ce type de pensée. Pour nous, il faut explorer, il faut comprendre. Et dans certains cas, il y a vraiment besoin de soins et d'une assistance. Sinon, c'est non-assistance à personne en danger. Tout à fait, Déjà. tout à fait. Alors, à vous quatre, je vais dire un grand merci. Je vais quand même vous laisser la parole. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. À chacun d'entre vous, donc Lauriane, Lindsay, Madame Château, et nous terminerons avec le professeur Amadeo. Est-ce que vous avez un message à transmettre à nos téléspectateurs qui nous regardent? Le message que je vais transmettre, ce sera pour la famille et pour ceux qui font les tentatives de suicide. Ceux qui font les tentatives de suicide, des moments, vous avez des gens là pour vous écouter, qui peuvent vous entendre. Et pour les familles, apprenez à écouter ces gens-là. Au lieu de leur dire, va à la mer, va à la plage, prie, le Seigneur va t'entendre. Justement, si cette personne-là vient vous voir, c'est que le Seigneur vous l'a envoyé. Et des moments où on ne voit pas ça. Enlevez vos barrières et avancez, aidez cette personne. Très bien, merci. Lindsay. Ben, moi, je dirais que souvent, on ne voit pas. On pense que c'est un conseil pour cette personne, mais des fois, c'est faux. Il y en a qui pensent, qui nous laissent des mots, comme d'autres ne laissent pas, comme pendant les nombreuses tentatives que j'ai faites. J'ai laissé des petits mots, j'ai appelé, j'ai fait des signes, mais des fois, la famille en face, on fait le signe, mais la famille ne voit pas. Donc, il faut ouvrir les yeux. Et écoutez. Et écouter, c'est très important. Merci. Merci d'avoir partagé, Lindsay, vos émotions avec nous. Madame Château. Moi, je dirais que personne n'a ni doigt souffert, tout seul. L'émission s'appelle Faut causer. J'ai envie de dire, quand le sac est trop rempli, quand la charge elle est trop lourde, d'ailleurs, on a fait une affiche de prévention là-dessus, ces charges-là trop lourdes, criez-nous, 3114. Donc, on est là, on a la disposition de nos concitoyens, de nos frères, de nos sœurs, pour pouvoir leur apporter, les accompagner dans leur souffrance, afin de trouver une solution ensemble. Et merci pour ce que vous faites, Madame Château, à toute l'équipe. Je rajoute Nous juste disons que merci, oui. cet appel, il va soit arriver en Martinique, il peut aussi arriver en France, puisque nous, notre centre n'est pas ouvert tout le temps. Donc ça peut être des Je répondants confirme, situés en métropole. parce que quand j'ai cherché à vous joindre, mais je suis c'est la tombée sur solidarité quelqu'un en France. nationale. Donc Oui. et si Oui, c'est oui. quelqu'un d'autre qui ne connaît pas bien la culture, c'est pas grave, il vous aidera quand même. Oui. Et puis ben voilà, donc le suicide, c'est une mort évitable. On va peut-être pas éviter tous les suicides, mais la majorité, on peut les éviter grâce à cette écoute des professionnels, écoute dans la famille, et de prendre au sérieux ces personnes qui souffrent. Alors pour terminer, chers Itata, je reprendrai les mots de professeur Amadeo. Chaque vie compte, la vôtre compte aussi. Prenez soin de vous et des autres. Bonne soirée.